Oui, bonjour à tous. En attendant que le film commence, je crois que nous devrions sortir de cette matinée convaincus que l'État salit ce qu'il touche et comprendre ce que je dis, peut-être parce qu'on a été dans les mêmes écoles comme M. Beffa, que nous ne nous en sortirons pas si les hôpitaux publics ne sont pas des institutions indépendantes, responsables de leur recrutement, de leur cadre, de leur stratégie. Je me souviens avoir dit à Claude Évin, en 91, quand il était ministre, si tu veux réformer l'hôpital, t'écris 1 ligne et demie. Chaque hôpital est maître de sa structure. Celle-ci est définie par son règlement intérieur. C'est pas à l'État de savoir si on fait des pôles, des départements, des machins, des trucs, des choses. C'est seulement au niveau local. Donc, et on voit bien la question qui a été posée était un peu une question décalée, c'est-à-dire comment se débrouiller entre des directeurs d'hôpitaux qui ont une logique nationale, des médecins qui ont une logique souvent locale, quoique nommée nationalement. On ne s'en sort pas s'il n'y a pas d'indépendance et s'il n'y a pas une séparation claire entre le rôle de l'État et le rôle des hôpitaux. Et on voit bien que la tentation, et je vais m'arrêter là, des ARS, et de rentrer dans la gestion hospitalière. Il se trouve que moi j'ai fait des travaux pratiques il y a 1 an et demi en m'occupant un peu de l'Institut Montsouris et j'ai vu des jeunes femmes tout à fait sympathiques et compétentes qui m'expliquaient qu'on recrutait un demi-agent de trop et je lui ai dit d'aller se faire voir chez les Grecs. C'est pas à un directeur d'agence de s'occuper du nombre d'emplois d'un hôpital à but non lucratif. C'est pas ça le sujet. Mais ça c'est la vérité. Attends, moi je l'ai vécu, donc ou bien tu m'en doutes de ma parole. C'était pas la vérité il y a 3 ans. D'accord, mais enfin c'était il y a 1 an et demi, toujours. Toujours est-il. Non, mais l'État, et tout le monde ici a d'autres expériences, rentre dans la gestion des établissements hospitaliers. L'État rentre dans la gestion des établissements hospitaliers. Donc tant qu'on n'a pas coupé le cordon ombilical, mais enfin bref. Voilà. Vous avez bien vu ce que disait M. Beffa, l'indépendance, la stratégie, la responsabilité, le contrôle. Et je crois qu'il faut que nous poussions vers ça. Je vais proposer à Jean et Jean-Paul de revenir à la tribune, à Jean de Kervasdoué, et peut-être de demander à notre second invité, Anne Smetana, pendant que la technique répare ce qui ne va pas, Anne Smetana de venir dialoguer avec nous. Nous avons plaisir de vous recevoir et je vous laisse aux mains de Jean de Kervasdoué et de Jean-Paul Bérégy. Madame, nous sommes très honorés de vous avoir. Nous vous passons tout de suite la parole. Vous allez nous parler du Danemark, un pays dont on connaît et admire l'équipe de football, mais on connaît mal le système hospitalier. J'ai 4 fils et un mari français et on parle plus du football danois à la maison. Non. Bonjour à tous et merci de m'avoir invité. Je viens ici sans avoir la vérité. Je suis modeste, je viens d'un pays de 5 800 000 personnes. Je sais que vous êtes beaucoup plus grande, mais je veux vous raconter une histoire de comment on a fait une transformation de notre système de santé en 2007. Et nous sommes toujours en chemin de penser à comment faire un système de santé global. Là, vous voyez des photos des nouveaux hôpitaux que nous sommes en train de construire partout dans le pays, dû à une réforme structurelle en 2007. Notre système, avant 2007, on avait, si je commence par le niveau local, on avait 278 municipalités. On l'a réduit aux 98 municipalités. On avait 14 départements qui étaient responsables des hôpitaux et des médecins généralistes. On les a réduits à 5 régions. Et au Danemark, les 5 régions danoises gèrent et sont propriétaires des hôpitaux danois. Nous avons un système entièrement public. 85% du système est financé par les impôts. Le reste est financé par les citoyens suite à des actes non remboursables. Il y a 25% des dépenses de santé publique qui sont utilisées dans les municipalités parce qu'en 2007,
on a décidé que l'hôpital n'est plus une île isolée. Ça veut dire qu'on a décidé que les municipalités devaient avoir des milieux professionnels avec des thérapeutes, parce qu'ils devaient avoir la responsabilité de prévention et de réhabilitation. À ce moment-là, j'étais manager dans un département. J'ai dû déménager mes employés à 100 km. J'ai dû aussi envoyer beaucoup de thérapeutes des hôpitaux dans les municipalités. Et juste pour dire aussi, il y a que 2% de privés au Danemark, quelques cliniques. Nous avons environ les mêmes dépenses de santé que vous avez en France, un peu moins. Ici, vous voyez une réforme structurelle, comme j'ai décrit, où évidemment aussi au Danemark, les hôpitaux dominent l'agenda politique de la santé, mais nous savons tous que 3 citoyens sur 10 ne sont jamais en contact avec cette partie du service de santé. Nous avons décidé au niveau gouvernemental en 2005, avant la réforme, qu'on devait avoir cette vision globale sur le système de santé. Ça veut dire la répartition des tâches entre hôpitaux, médecins généralistes et les municipalités. En 2005, il nous a annoncé, notre ministre de Santé, la réforme. Et on a eu 2 ans pour fermer les départements, pour changer les municipalités, décider où il y avait les nouveaux hôtels de ville. Et comme manager, je peux dire que 2 ans était trop. C'était trop de temps. Parce que le jour où on a annoncé que votre département va être fermé, il y a tout de suite, évidemment, des gens qui commencent à penser à d'autres choses. Nous aurons pu le faire en 1 an, à mon avis. Nous avons en même temps, décidé, avec l'Agence danoise de la santé, fait une nouvelle planification de spécialités médicales qui vise à améliorer la qualité et la continuité des soins. Et nous avons décidé de fermer beaucoup d'hôpitaux, pas uniquement de construire de nouveaux hôpitaux. En 81, on avait 128 hôpitaux au Danemark. Aujourd'hui, on a 40 hôpitaux avec surchange. Et quand nous avons fini les constructions des hôpitaux qui se produisent en ce moment, on va finir avec 21 hôpitaux avec urgence. Et oui. Pour avoir l'équivalent français, il suffit de multiplier par 14. C'est ça. Donc 21 par 14, ça fait 300, moins de 300. Là, c'est juste pour vous dire que le financement de soins de santé, que c'est seulement les gouvernements et les municipalités qui peuvent percevoir des impôts. Les régions n'ont pas le droit de percevoir l'impôt, mais nous avons un système qui n'est pas parfait, mais il offre des mécanismes de contrôle des coûts et des dépenses. Tous les ans, il y a des négociations entre l'État, les régions et les municipalités. Sur les budgets qui doivent être tenus, les municipalités payent 20% de financement des régions. Ça veut dire qu'on n'a pas aujourd'hui ce qu'on avait avant 2007. Beaucoup de personnes âgées qui restaient dans le couloir avant de pouvoir rentrer dans leur municipalité. Aujourd'hui, nous avons des centres de rééducation dans les municipalités. Je sais qu'en France, vous êtes très fort en rééducation et nous avons encore le problème que nous n'avons pas tout à fait le même niveau de rééducation dans toutes les municipalités et ça, c'est quelque chose à gérer. Ce qui est aussi intéressant à évoquer est que le médecin généraliste occupe une position clé dans le système de santé danois. Ils sont le premier contact dans le système. Ils sont aussi le gardien d'accès entre les niveaux primaires et les systèmes de santé spécialisés. Cela veut dire que si
j'ai besoin d'aller aux urgences un dimanche et que ce n'est pas par ambulance, je ne peux pas aller sans téléphoner à mon médecin généraliste ou un autre qui est de garde à côté des urgences. Ça veut dire aussi que la grande majorité des cas médicaux est traitée par les médecins généralistes sans renvoi à un examen plus approfondi ou un traitement spécialisé. Nous avons 3500 médecins généralistes et en moyenne, chaque citoyen est en contact avec le système de santé primaire 7 fois par an. Un médecin généraliste doit gérer 1600 patients. Nous avons encore développé le rôle des médecins généralistes. Là, nous n'avons pas, à mon avis, réussi encore, mais ce qui est intéressant, c'est de le rendre encore plus proactif, de ne pas seulement être un gardien, mais aussi de détecter les maladies précoces et aussi avoir un focus avec son personnel de prévention et de rééducation. Nous essayons de faire des cliniques des médecins généralistes. J'ai beaucoup travaillé de tout l'angle des systèmes de santé dans 9 différentes organisations de l'État, ou régions, ou municipalités, aussi avec médecins généralistes. Et si je peux vous raconter une anecdote, oui, je trouve que parfois, au Danemark, on a choisi d'être médecin généraliste parce qu'on n'aimait pas trop collaborer. Ça voulait dire d'être toute seule dans une clinique. Et ça, on ne voit pas aujourd'hui avec les jeunes médecins parce qu'ils veulent collaborer, ils veulent être dans les cliniques où il y a plusieurs compétences. On essaie aussi de faire collaborer les médecins généralistes avec les municipalités. Ça veut dire que si une malade vient et a besoin d'arrêter de fumer, il est envoyé à un programme dans la municipalité. Une municipalité au Danemark est environ 50 000 habitants. Évidemment, nous avons aussi quelques municipalités plus grandes, quelques plus petites, mais 50 000 habitants nous permet d'avoir un milieu professionnel dans une municipalité. Oui, et pourquoi est-ce qu'on a fait un programme de ce qu'on appelle Super Hospital? Vous le connaissez, vous parlez de la même chose en France. La démographie est une chose des patients avec multiples maladies chroniques, mais c'est aussi, comme vous avez parlé ce matin, la technologie, les nouveaux traitements qui exigent qu'on change le système de santé. On est très conscient qu'une société n'est pas uniquement la santé, c'est aussi les écoles, c'est aussi les sociables. Oui, là, peut-être j'ai passé une... Non, d'accord. Là, c'est juste pour vous dire que, évidemment, comme vous disiez tout à l'heure, c'est les régions qui sont responsables et qui possèdent les hôpitaux, mais nous essayons aussi de faire un système transparent. Ça veut dire de montrer aussi aux citoyens comment ça va avec ce programme de construction des hôpitaux. On a aussi fait des consultations avec les citoyens, aussi avec les milieux professionnels pour changer le système. Ça, c'est peut-être une des choses pourquoi les hommes politiques au Danemark ont eu le courage, avec un Premier ministre aujourd'hui, notre Premier ministre Lars Løkke Rasmussen était à l'époque ministre de Santé quand il a lancé la réforme de santé. Mais on a fait quelque chose qui est assez important. On a lancé un groupe d'experts des pays nordiques et cet groupe d'experts a eu deux
deux choses intéressantes. Ça veut dire ça a donné une crédibilité aux hommes politiques de dire oui, on a écouté les experts, aussi des experts d'économie, de santé. Et cet groupe d'experts, ils ont servi à 5 ministres de santé différents. Ils ont aussi servi à 3 premiers ministres différents. Et au Danemark, je crois qu'on a un consensus. Ça veut dire que si on a lancé une grande réforme, on arrête d'en discuter. On dit oui, maintenant on y va. Et c'est vrai, j'ai remarqué un qui disait oui, en France, on fait tout pour freiner. Et tous les ans, depuis 3 ans à Healthcare Denmark, on reçoit des délégations françaises. On vient de recevoir une délégation GRAF, très intéressant. On peut apprendre beaucoup de vous. Mais je vois aussi que parfois j'entends les directeurs d'hôpitaux qui disent « Oui, mais vous êtes un petit pays, chez nous, ce n'est pas possible ». J'entends aussi le contraire, qu'évidemment, vous avez fait la révolution, pourquoi pas le faire dans le système de santé ? Je trouve qu'il n'y a pas d'excuse et c'est un mythe un peu de dire que ce n'est pas possible. Vous êtes obligés. Oui. Et là, je ne vais pas aller dans les détails, c'est juste pour dire que le processus de construction de nouveaux hôpitaux a été assez gouvernemental. Ça veut dire qu'on a donné des critères très durs aux 5 régions. On leur a dit concentrer des fonctions et des spécialités dans les unités plus larges, faire un plan pour le pré-hôpital, parce que si on ferme des hôpitaux, il faut évidemment avoir plus d'hélicoptères. Nous sommes un pays plat, je sais bien que vous avez les montagnes. Il faut aussi concentrer les urgences et il faut travailler avec les autres régions. Depuis qu'on a créé la réforme en 2007, les hommes politiques ont voulu fermer les régions. Ça n'a été pas un consensus, mais ça a fait une pression sur les 5 régions qu'ils ont été obligés de collaborer. C'est fini de dire au Danemark, pas inventé ici, alors on ne peut pas le faire. Par exemple, nous sommes en train de faire du télémédecine nationale pour les maladies chroniques. On a commencé avec les maladies pulmonaires, comme vous dites. Et je pense qu'avant 2007, ce n'était pas possible qu'il y ait une région qui en fait un pilote pendant 4 ans et que les autres l'utilisent. Mais aujourd'hui, c'est le cas. Ils ont été obligés. Et ça veut dire qu'on change plus vite notre système parce qu'on est obligé de suivre les bons exemples. Oui. Là, c'est un peu de dire quels étaient les défis initiaux et les moteurs du changement. Et là, vous voyez que les régions n'ont pas eu l'argent pour construire de nouveaux hôpitaux s'ils n'ont pas accepté de vouloir fermer des petits hôpitaux. Les Danois ont aussi jeté des œufs et des tomates à certains des responsables de l'époque, mais aujourd'hui, je pense que les citoyens danois préfèrent d'aller dans un hôpital où il y a un spécialiste qui est au niveau et pas aller dans un petit hôpital local où il n'y a pas de bons spécialistes qui n'ont pas l'habitude. Et je peux vous donner l'exemple d'un de mes amis médecins qui a eu je ne connais pas en français le terme, mais un infarctus au niveau cérébral. Lui-même travaillait dans un hôpital universitaire, mais comme il était malade, il ne pouvait pas leur dire « emmène-moi dans cet hôpital ». Il dit que s'il avait été malade après la réforme, il aurait été tout de suite à l'hôpital universitaire, il y aura eu moins de séquelles. C'est un très bon exemple. Oui, et évidemment aussi, on a essayé de dire du ministère de Santé que les régions étaient des partenaires dans la réforme, mais ça ne voulait pas dire qu'ils pouvaient changer la vision totale. Et
Et on a aussi été très dur d'avoir un régime très strict. Ça veut dire qu'on ne pouvait pas dépasser le budget. Il y a des gens qui peuvent critiquer qu'on n'a pas fait assez d'innovations technologiques. On voudrait avoir beaucoup plus de robots dans les nouveaux hôpitaux. On n'a pas eu assez d'argent pour. Mais on a fait beaucoup de... Quand vous parlez de changements avec les professionnels, on n'a pas construit de nouveaux hôpitaux qui sont en train d'être construits sans aussi faire de l'innovation axée sur les utilisateurs. Et je trouve aussi que c'est intéressant de dire que peut-être nous avons un système beaucoup plus collaboratrice où les médecins, ce n'est pas la seule profession qui est dans un hôpital. Non, nous avons aussi la femme de ménage, nous avons aussi les infirmières, et tous ces groupes de gens ont été invités à donner leur avis sur le futur hôpital. Ça veut dire qu'on a construit des mock-ups pour voir comment c'est une chambre d'une patient, comment il y a la place pour faire le ménage, des choses comme ça. Oui, et là, peut-être je veux juste... Et en même temps, on a aussi exigé que les hôpitaux nouveaux doivent encore diminuer la productivité, augmenter la productivité et diminuer les frais avec 2%. Pendant 10 ans, on a économisé 2% par an dans notre système hospitalier. Et ça a été quelque chose qu'on ne discute plus. Là, c'est une manière simple de vous montrer qu'est-ce qu'on souhaite avec cet cercle. Oui, on souhaite évidemment de faire des diagnostics plus vite. Les urgences, avant, on pouvait rester des heures. Aujourd'hui, on a un diagnostic avant 4 heures dans un hôpital au Danemark, soit qu'on est renvoyé à la maison, soit qu'on est hospitalisé. On n'a plus d'attente comme avant. On voudrait aussi utiliser les lits d'une manière plus efficace. On a décidé au niveau gouvernemental qu'on crée des hôpitaux qu'avec un lit, des salles avec un lit, et aussi avec 20% de moins de lits qu'avant. Et ça veut dire que le secteur primaire doit s'adapter. Et là, vous ne lisez pas le danois, mais un chaos. Oui, on a eu un chaos parce qu'on a décidé de construire 16 projets d'hôpitaux nouveaux. Chaque région a un hôpital universitaire et l'hôpital universitaire a des petits hôpitaux autour. Mais évidemment, on peut nous critiquer quand on construit en même temps. Et on a aussi des rapports très ouverts, c'est un système transparent et ça fait qu'évidemment, les médias ont écrit à un moment, toutes les semaines, où on a dit arrêtez de construire de nouveaux hôpitaux, il y a du chaos, vous pouvez épargner les milliards. Mais je crois que ce qui est intéressant, c'est aussi de dire que les hommes politiques doivent avoir du courage de ne pas agir. J'ai eu un professeur en Sciences Po qui a dit que le monde est différent si les hommes politiques se taisent pendant une semaine, après qu'il y a eu un article au journal. Oui, et là, je pense, je veux juste passer, de dire qu'il y a encore quelque chose à tirer pour avoir plus, évidemment, d'ambulatoires, de 50%, et notre but, notre objectif est 20% de lits. Et là, je veux juste finir pour dire que je suis allée en France il n'y a pas longtemps à une conférence de logistique et je crois que vous n'utilisez pas trop le mot logistique en France. Vous parlez d'organisation. Nous sommes très inspirés par vous, par les aéroports, et de dire qu'évidemment un hôpital peut fonctionner un peu comme un aéroport. Oui, c'est vrai, on a il faut prendre soin des gens malades, c'est évidemment le plus central. Mais nous avons ici une publication que mon organisation Healthcare Denmark a fait avec des exemples
comment, par exemple, l'hôpital universitaire de deuxième ville du Danemark, Aarhus, c'est un hôpital totalement numérique. Nous sommes un pays très, très numérique. Si je suis hospitalisée dans une autre région que la mienne, le docteur qui me voit dans l'hôpital, qui n'est pas dans mon région, a accès à toutes mes données médicales. Tout le monde a accès, tous les professionnels ont accès aux médicaments. Moi-même, j'ai accès à des données médicales. Et évidemment, la technologie joue un rôle très important. Dans un nouveau hôpital, on n'achète pas des lits qui ne vont pas être utilisés parce que les lits sont pris. Il n'y a pas de lits sales qui restent dans les couloirs parce que tout est numérique. On sait où il y a un lit sale, on le ramène quand on a emmené quelqu'un. On a essayé de faire du empowerment chez les gens qui font de la logistique. Ce qu'on trouve qui est intéressant. J'ai entendu des Français qui disent « Ah, mais en France, ils vont faire la grève. » Non, parce que ce n'est pas un système de management, c'est un système d'empowerment où ça devient transparent, qui font quelque chose. Alors, il y a beaucoup de choses à faire. Nous n'avons pas toutes les réponses. Est-ce que je peux juste vous passer de... Ça, c'est juste pour vous dire que c'est le Premier ministre actuel, Lars Løkke Rasmussen, qui est libéral. Il était avec le chef des 5 régions, qui était un sociodémocrate. Et c'est eux qui ont fait le projet de nouveaux programmes hospitaliers au Danemark ensemble. Et ça veut dire que c'est possible de travailler ensemble à travers les partis politiques. Merci. Merci beaucoup pour nous avoir réveillés et amené la révolution du Danemark. Alors on est subjugué. Alors moi je viens de l'Occitanie, on est exactement à 5,8 millions d'habitants. Donc je prends toujours l'exemple du Danemark en me disant si on avait un peu d'autonomie et qu'on pouvait expérimenter quelque chose, je me dis, bah voilà. Mais bon, on n'y est pas et malheureusement. Alors moi j'avais une première petite question pour lancer le débat. C'est, bon, je vois tout ce que vous avez fait qui semble merveilleux. Il y a vraiment beaucoup de différences avec nous, hein, notamment pour les urgences, etc. Et plein de bonnes idées sûrement. Est-ce que, une question pas provocatrice, mais sur les objectifs et les indicateurs, est-ce que pour vous, donc c'était essentiellement financier au départ, l'objectif en 2007, ou est-ce que c'était qualité, sécurité, mortalité, morbidité? Qu'est-ce qui a poussé finalement à conduire ce Big Bang chez vous en 2007, et quels indicateurs vous suivez au jour d'aujourd'hui pour vous dire bah, finalement, bon, tout ça, vous avez l'air convaincu, mais en France, finalement, l'espérance de vie n'est pas si mauvaise, la mortalité, etc. Qu'est-ce qui pourrait nous forcer à agir comme vous l'avez fait? Pardon, oui, je peux le prendre. C'était surtout, évidemment, tous les défis avec la démographie, les maladies chroniques, de garder la qualité, mais aussi d'optimiser et de tenir l'économie, qui était... La dernière fois qu'on a construit de nouveaux hôpitaux était dans les années 70. Ça veut dire que les hôpitaux avaient 50 ans. L'hôpital, il y a 50 ans, avait une autre fonction d'aujourd'hui. Il n'y a pas de souci. Et alors, juste une petite question complémentaire, là, pour les maladies chroniques et pour les EHPAD, etc., vous les incluez, enfin, nous, ce qu'on appelle les EHPAD, les maladies, les centres où on met les personnes, je dirais... on a créé des centres de rééducation. Qui sont dépendants des centres universitaires, tout est lié, hein, c'est ça? C'est pas tout lié. Les municipalités ont la responsabilité des personnes âgées et les EHPAD qui sont aussi la plupart publics. Il faut aussi dire ouvertement, on n'a pas fait, j'ai oublié le nom, vous venez de me l'expliquer avant, on n'a pas fait une baseline. On ne peut pas dire, après 11 ans, quels étaient les avantages. C'est un postulat. Et on attend que le Premier ministre et le ministre de la Santé, après les vacances, elle lance une nouvelle réforme de santé, parce que maintenant, il y a 11 ans, alors on ne peut plus attendre. Et je suis sûre que c'est quelque chose où on peut encore soulever notre secteur primaire. Et je trouve aussi que ce qui est intéressant, c'est qu'on ne fait pas un petit plan d'une part. Non, on essaie de faire un plan global et cohérent, ce qui est évidemment difficile.
Merci, madame. On va passer la parole à la salle pour une ou deux questions, si Pascal est d'accord. Je crois que pour le système danois, vous n'avez pas de spécialiste en ville Non, on a très peu de spécialistes en ville, que en ophtalmologie et pour les 2 ou 3 maladies. Et le reste, on ne peut jamais avoir accès à une spécialité sans passer par le médecin généraliste. C'est quelque chose accepté. Et le médecin généraliste, il est payé à la capitation, en partie? Oui. Hein, c'est ça. Il y en a encore qui sont payés à l'acte ou c'est fini complètement? C'est fini. Parce que ça, c'est une réforme de 82 ou 83 à peu près? Oui, c'est ça. Oui, et c'est là où on attend de faire une nouvelle réforme parce que les médecins généralistes sont libéraux, mais ils sont payés par les régions. Bien, qui veut poser une question? Oui, monsieur. Pierre Fumolo, Institut Curie. Tous les hôpitaux ont le même niveau d'expertise. Je m'explique. Si vous avez par exemple de la pédiatrie cancérologique, est-ce que c'est fait partout ou vous avez des centres référents parmi ces hôpitaux? L'Agence de santé nationale a décidé où est-ce qu'on a des différentes spécialités. Avec des groupes d'experts, de médecins, évidemment, ils ont fait des consultations, ils ont eu des groupes d'experts. Cela veut dire que je peux vous dire que, par exemple, avant, on avait 3 endroits où on opérait, par exemple, les cœurs des petits-enfants. Maintenant, c'est décidé qu'on le fait à 2 endroits et partout, c'est comme ça. Il faut avoir une certaine population, une certaine expertise. Quand je demande un directeur de santé de région, il a été demandé combien d'opérations il faut faire comme chirurgien. Il a dit 40 par an. Et puis on a demandé, mais comment vous le savez? Et puis il a dit, nous sommes pragmatiques. Mais c'est peut-être la différence de chez vous, je ne sais pas. Monsieur. Oui, bonjour. Moi, je ne vais pas vous poser une question, je vais vous faire part d'une expérience. Je suis au contrôle général économique et financier et en 2010, le ministre en tutelle avait demandé à 3 inspections générales, plus le contrôle général, de faire des propositions en référence à la réforme du Danemark, qui s'était passée quelques années plus tôt. Nous avons fait des propositions de restructuration administrative, institutionnelle et d'organisation de santé, à 3 niveaux, agence nationale, régionalisation, et en plus de ça, on proposait la suppression des ARS qui venaient d'être créées, ce qui a évidemment très plu. Et 3e niveau, redistribution au niveau des communes, en réformant complètement les communes et en réduisant le nombre de communes et en redéploiement, par un redéploiement des personnels, qu'ils soient administratifs ou médicaux. La réforme a été enterrée. Jamais eu une nouvelle. En 2013, nous avons été recontactés par le cabinet de la ministre de la Santé qui nous a demandé de nouveau des propositions. Et là, il y a eu un petit effort avec la réforme régionale, puisqu'on avait demandé le passage de 21 à 12 ou 13 régions. Et là, ils l'ont fait. Depuis l'année dernière, il n'y a pas de nouvelles. Moi, je pensais que la transformation allait continuer. Elle s'est arrêtée en route, à part le statut des cheminots. Mais ce n'est pas le cas intéressant pour la santé. D'autres commentaires, questions? On passe... Vraiment merci et bravo pour cette performance, madame. Parce que vous avez en une demi-heure réussi à nous mettre à jour. Et vraiment, c'est très, très, très intéressant. Merci vraiment beaucoup. Martial, tu as une question à poser? Pardon, excusez-moi. Oui, je suis... Madame, pardon. Je suis dans le pilier. Pourtant, oui, tu n'es pas ça particulièrement... Non, voilà. moi, j'ai été ravi de votre présentation. Je suis médecin généraliste, donc je demande l'asile politique au Danemark tout de suite. Je repars avec vous, hein, que les choses soient claires. Juste une question, votre réforme est profonde, portée par les politiques, acceptée par les professionnels, mais comment vous avez réussi à faire pour que la population accepte ce mode d'emploi quand même extrêmement contraignant, mais en même temps garantissant une bonne réponse en fonction de l'état de santé des gens? Est-ce qu'il y a une campagne auprès de la population? Excusez-moi, Anne. Jean-Paul Ortiz déclenchera le plan Orsec si tu pars au Danemark. Je pense que, évidemment, comme dans beaucoup de pays, il y a eu beaucoup de mécontentement au début.
on n'a pas fait mais on a fait beaucoup de meetings, de dialogues avec les citoyens. Et évidemment, j'ai été responsable de certains de ces meetings dans une des régions. Et ce qu'on voit, c'est aussi, oui, qu'au début, il y a évidemment beaucoup de questions. Et je crois que ce qui était important, c'est que les managers expliquent pourquoi et essayent aussi de prendre au sérieux, évidemment, l'inquiétude des professionnels et des citoyens de perdre l'hôpital local. Mais aujourd'hui, on a mis des cliniques de santé avec des infirmières dans certains de ces vieux hôpitaux où on fait de rééducation, de prévention et on a vraiment pris au sérieux de faire le système de pré-hôpital différent. Alors aujourd'hui, ça a été accepté par la population. Mais il faut maintenir, oui, que les gens évidemment râlent, qu'on ne peut pas croire qu'on peut changer un système avec un consensus total. Ça n'existe pas chez nous non plus, même que nous ne sommes pas révolutionnaires. Merci encore. Alors, d'après ce que je crois comprendre, on a des problèmes de liaison informatique avec le Québec. Donc, on demandera peut-être à Pascal, qui a été l'intervieweur, de nous résumer ce que dit le Québec. Mais on va commencer peut-être par John Hopkins. Et monsieur, vous allez venir... Vous allez venir nous parler de ce très connu. Bon, je ne suis pas sûr que vous ayez bien compris, parce que c'est un peu de l'anticipation. Ça fait rêver, ou peut-être que ça fait peur aussi. Mais probablement qu'il y a une part de prédiction dans ce qui va se passer dans notre système de santé, à nous aussi, au travers de l'hôpital numérique, des big data, et peut-être aussi, on devrait penser au groupement hospitalier de territoire. Vous avez vu, au début, il y a une carte, hein, et on imagine cette espèce de plateforme aéroportuaire qui est en train de gérer les trajectoires des patients, non plus, et pas seulement à l'intérieur d'un hôpital, mais à l'intérieur d'un territoire. Donc, bon, on peut se dire que... je peux avoir mes diapos, parce que je vous ai fait quelques diapos dans le train ce matin, donc ça va m'aider. Donc moi, pour meubler un peu, je suis PUPH au CHU de Nantes. J'ai été président de la commission médicale d'établissement. Je suis médecin aux urgences depuis 33 ans, de formation réanimation, néphrologie. Et je suis maintenant chef de pôle. Et vous allez voir que finalement, on a réussi à un certain nombre, on ne réussit pas tout dans sa vie professionnelle, mais il y a un ou deux trucs dont on peut être content, et je vais essayer de vous en parler. Alors, on va d'abord contextualiser un tout petit peu les choses. Apparemment, les diapositives, c'est un peu compliqué, mais ça va venir. Nous avons un président de la République, l'avant-dernier, qui a dit une chose intéressante. Il en a peut-être dit d'autres, mais pas seulement peut-être, mais en tout cas, il a dit une chose intéressante. À l'hôpital, il y a trop de gens qui ont le pouvoir de dire non. Et ça, c'est une évidence, c'est un constat. Moi, quand je suis arrivé aux urgences en 1985, je me suis aperçu que les différents spécialistes venaient faire leur marché aux urgences, prenaient tel malade et pas tel autre, en général toujours pour les mêmes raisons. Trop vieux, trop jeune, pas assez gros, trop maigre, pas assez grand, trop petit, pas intéressant, beau malade, pas beau malade. Voilà. Et en général, c'était d'ailleurs des internes, éventuellement de premier semestre, d'une spécialité d'ailleurs, qui venaient faire leur marché et qui laissaient toujours les mêmes sur place. Et puis, alors pourquoi est-ce qu'ils faisaient ça? C'était pas pour le plaisir d'être désagréable, c'était parce que derrière, leur responsable, leur chef de service, leur chef de clinique, étaient contents quand ils avaient un beau malade ramené des urgences dans leur lit. Bon. Donc, à l'hôpital, il y a beaucoup trop de gens qui ont le pouvoir de dire non. Attention, c'est raté. C'est celle-là. Voilà, pardon. Alors,
Ah ben voilà. Donc la comparaison, alors, quand il se passe des choses comme ça chez les aiguilleurs du ciel dans un aéroport, c'est le drame immédiat, bien sûr. Mais c'est vrai que la comparaison entre un hôpital moderne, une plateforme moderne et l'aéroport, elle a du sens quand même. Dans un aéroport, la procédure d'atterrissage, elle est réglée par la tour de contrôle. Point. Le pilote, il obéit à la tour de contrôle. Et il ne discute pas les ordres de la tour de contrôle. Enfin, sauf ceux qui ont vu le film Sully, peut-être. Mais bon, c'est accessoire quand même. Hein, c'est rare. Hein. Il n'y a pratiquement jamais d'accident, alors qu'il y a des centaines et des centaines d'atterrissages et de décollages à chaque seconde sur la Terre en temps réel. Les accès sont priorisés. On ne priorise pas un avion parce qu'il est plus gros qu'un autre qui est moins gros, mais on va plutôt prioriser parce qu'il y en a un qui n'a plus de kérosène, par exemple. C'est un truc aussi idiot que ça. Et puis la checklist. Alors ça, c'est pour la sécurité à l'intérieur de l'avion. Cette checklist qui fait irruption maintenant dans nos blocs opératoires depuis une petite dizaine d'années, ça n'a pas été si facile que ça à vendre. Parce que, vous connaissez la différence qu'il y a entre Dieu et un chirurgien. Dieu ne se prend pas pour un chirurgien. Bon. Bref, donc c'était un petit peu compliqué, mais maintenant, ça y est. Plus personne, à l'intérieur d'un bloc opératoire, ne conteste l'utilité, le caractère absolument indispensable, et pas seulement réglementaire, mais la qualité passe aussi par la checklist. Aujourd'hui, fort heureusement, on ne sait pas combien il y a de morts par défaut d'accessibilité dans nos hôpitaux. Je préfère ne pas connaître cette statistique. Ce que je sais, c'est que dans les aéroports, ça se passe pas mal et c'est rare un avion qui s'écrase. Alors, désolé. C'est pas celui-là ? Celui de droite. D'accord, je le referai pas. Je le referai pas. Ok. Voilà. Non, pas. Décidément, c'est... Ah, c'est vous. Ah, c'est vous. Alors, excusez-moi, dernière diapo de contextualisation pour essayer de vous raconter la suite. Il y a un truc que je ne supporte pas, c'est l'idée de l'hôpital-entreprise. Moi, je suis salarié de l'université, du CHU. J'ai un banquier qui me prête de l'argent quand il trouve que je suis solvable, qui refuse de m'en prêter quand je ne suis pas solvable. Une entreprise de droit privé, pour moi, c'est la propriété d'actionnaires, hein, d'accord. Ça fait des bénéfices en vendant des produits. Monsieur Beffa nous a parfaitement expliqué ça, et c'était fort intéressant. Et puis, quand la société marche bien, elle verse des dividendes à ses actionnaires. Alors, qu'est-ce que c'est que l'entreprise CHU ? L'entreprise CHU, l'hôpital public en général, il a 60 millions d'actionnaires, c'est quand même pas banal. Ces actionnaires sont en même temps les clients. Et que fait un hôpital public ? Il ne gagne pas d'argent, ça n'existe pas, il dépense de l'argent. Il dépense de l'argent toute la journée. On ne fait que ça, dépenser de l'argent. Et il ne verse évidemment aucun dividende à ses actionnaires. Donc je ne vois vraiment pas le lien qu'on peut faire entre l'entreprise et l'hôpital public. Ça n'existe pas. Derrière ce concept, je pense, se cache trop souvent un mandarinat extraordinairement conservateur. Voilà, je dis les choses parce que je m'en fous maintenant. Vous savez, dans un an, je pars en retraite et donc tout va bien. Je peux me faire quelques ennemis, il n'y a pas de souci. Bon. Alors, ce qu'on a réussi à faire et ce dont je voudrais vous parler, c'est la cellule d'ordonnancement. C'est-à-dire, il faut qu'on arrête avec cette répartition aléatoire des patients qui arrivent aux urgences et qui sont destinés à trouver un lit dans l'hôpital. Vous avez sans doute entendu parler de ces crises de nerfs poussées par ces hurlements poussés par les syndicats d'urgentistes. On n'en peut plus, on passe notre temps à chercher des lits, etc. Et donc on a dit, il faut qu'on règle ce problème et on l'a réglé. Alors, une cellule d'ordonnancement dans mon hôpital, si je peux me permettre, mais pas à moi, c'est à vous autant qu'à moi, c'est une cellule qui fonctionne 24 heures sur 24. Donc 24 heures sur 24, donc c'est à l'échelle embryonnaire par rapport à ce qu'on a vu du Johns Hopkins, évidemment. C'est une infirmière et un cadre qui ont la connaissance en temps réel de tous les lits disponibles de l'hôpital, et mieux encore, qui ont la connaissance de tous les lits qui vont se libérer dans l'hôpital et dans tous les services. Et ça, on doit cette
capacité, cette possibilité-là, à l'hôpital numérique, au développement, à l'extension du système d'information qui est maintenant optimal, au moins sur ce plan-là. Pardon. Pardon ? Ah oui, oui, bien sûr, on prévoit les décès. On prévoit les décès, mais pas toujours à 1 heure près. Bon, voilà. Mais il y a un décès par jour aux urgences, vous savez. Bon, donc, cette cellule d'ordonnancement, elle exerce ses pouvoirs sur 150 lits conventionnels de médecine. Alors, c'est l'unité d'hospitalisation de courte durée des urgences, mais c'est aussi la médecine polyvalente, la médecine interne, les maladies infectieuses, et puis les lits de soins intensifs, les lits de réanimation médicale ou chirurgicale. Ce qui est extraordinairement important et ce qui nous a changé la vie aux urgences, c'est que cette cellule, elle a autorité pour placer les malades. Ce qui n'empêche pas le dialogue préalable entre le médecin des urgences et un médecin des services. Mais la cellule a autorité pour caser les malades à la demande des médecins des urgences. Donc, fin de la dépression nerveuse, de le nervous breakdown des urgentistes, c'est à peu près terminé. Alors, moi, à mon avis, alors, vous allez me dire comment on arrive à ça. D'abord, je ne vous cache pas qu'on a commencé, bien entendu, par définir des règles. C'est-à-dire, les médecins se sont réunis, des différentes spécialités, des différents services, et on a défini les filières possibles, optimales, avec des niveaux de priorité, 1, 2, 3, pour telle et telle typologie de patients. Quels sont les malades relevant d'une expertise qu'on ne pouvait avoir que dans un seul service? Quels sont les malades qui ne relèvent pas d'une expertise particulière, qui peuvent aller dans n'importe lequel de ces services, etc. Il y a eu un peu de sang sur les murs pendant les 2-3 premiers jours de la négociation. Mais un peu seulement. Depuis, on a tout nettoyé. Et aujourd'hui, tout le monde est content. Tout le monde est content parce que, on évite ces discussions à n'en plus finir et on optimise l'occupation des lits. Alors, ce qui est très important quand on démarre ce genre de démarche, c'est d'expliquer aux gens, on a parlé tout à l'heure du comment, on est là pour ça, pour dire comment on fait pour améliorer les choses. Bon, je crois que la première chose, c'est pourquoi on le fait. Si on n'est pas convaincu qu'il y a un intérêt à trouver des solutions, on n'arrive à rien. Donc pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? C'est les valeurs communes qu'on doit pouvoir mettre en avant, valeurs communes qui sont partagées entre le corps médical et les directions d'hôpital. Moi, j'ai eu 6 directeurs généraux depuis 1985. Il y en a 5 qui étaient des types formidables. Des types ou des femmes, d'ailleurs, formidables. Il y en a un qui était moins bon. Mais il y en a 5 qui étaient formidables. Bon, et avec lesquels on a pu travailler, mais vraiment en toute transparence. Qui peut contester l'importance du souci d'efficience, un souci partagé? Qui peut contester un souci d'accessibilité? C'est marrant parce que quand on parle de bobologie aux urgences, par exemple, c'est marrant, mais ça ne concerne jamais les familles des gens de l'hôpital. Hein, les gens de l'hôpital, quand ils envoient leur fils, leur mère, leur père, leur cousin aux urgences, c'est marrant, mais c'est jamais de la bobologie. Il faut toujours que ça soit réglé dans la demi-heure qui suit. Hein. Bon, mais c'est comme ça. Voilà, donc tout ça, c'est des histoires. Mais l'accessibilité, la rapidité de prise en charge, tout le monde partage ces valeurs-là. Les soucis d'humanité, ne pas laisser quelqu'un sur un brancard pendant 12 heures, une personne âgée, voire très âgée, c'est honteux. C'est honteux et on doit pouvoir partager cette idée-là que oui, il faut qu'on fasse en sorte que ça ne se produise pas. Le souci d'équité, le souci finalement d'attractivité. Notre établissement, il est attractif. Il faut qu'il soit attractif pour les malades parce qu'on a besoin d'activité. Oui, au passage, moi, la T2A, je trouve que c'est bien. Voilà, hein, c'est-à-dire que c'est mieux que le budget global. Voilà. Je trouve que c'est bien que les hôpitaux qui travaillent plus aient plus d'argent que les hôpitaux qui travaillent moins. Voilà, bon, c'est aussi simple que ça. Bon, c'est pas l'alpha et l'oméga hein, de l'organisation du système de santé, c'est pas l'alpha et l'oméga, mais c'est un élément, je pense, assez important. Il faut être attractif pour les médecins et pour les patients. Il faut de l'activité et il faut des gens pour assurer cette activité. Donc, soyons innovants. Alors comment ? Bon, ben voilà, on a discuté préalablement, je vous l'ai dit, il faut savoir se bagarrer de temps en temps, voilà, quel malade va où, d'accord ? La répartition solidaire des problèmes sociaux, vous allez peut-être sourire, mais
il y a des problèmes sociaux dans les hôpitaux, voyez-vous. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui viennent pour un problème médico-social, on règle le problème médical en 3 jours, et puis au bout de 3 jours, où va-t-il ? Il ne peut pas rentrer chez lui parce que c'est insalubre, parce qu'il n'y a pas de famille, parce que voilà, bon. Et ben, comment on fait ? Et ben, ce sont des malades qui occupent indûment des lits MCO, et donc on les répartit entre les différents pôles. C'est-à-dire qu'on peut mettre éventuellement, oui, dans un lit de neurochirurgie, un patient qui va rester pendant 4 mois. On les met dans des lits qui sont inoccupés. Et puis voilà, et on se répartit cette charge de la problématique sociale. La recherche clinique coopérative est un élément aussi extrêmement solidarisant, générateur de solidarité à l'intérieur d'un même pôle. C'est-à-dire qu'on peut avoir des disciplines différentes, mais si on partage des programmes de recherche clinique, c'est quelque chose de motivant. Voilà, les procédures d'hébergement, elles doivent être écrites, préétablies. Et puis, moi, je suis un fan de l'organisation en pôle, mais enfin, il faut dire qu'on a été un peu précurseur en 1997, généralisation en 2000, refonte des pôles en 2013. Donc, c'est une culture qu'on connaît bien à l'intérieur d'un pôle. Les gens se parlent, ils partagent des choses, ils ont des staffs médicaux communs et finalement, ils se respectent. Voilà, donc c'est comme ça que ça marche. Je vais avoir terminé. Je pense que voilà, ce qu'on ne devrait plus entendre, c'est ces choses-là. On l'entend vraiment très très peu maintenant dans mon établissement et j'en suis plutôt content. L'administration n'a qu'à me donner les moyens d'exercer mon métier. Ça, je pense que c'est pas la peine. Il faut arrêter ce genre de baratin. Nous sommes tous responsables du bon fonctionnement de notre établissement. Le DG, il va partir faire carrière, mais nous, on sera encore là. Le président de CME, c'est un collabo qui aime le pouvoir. Le président de la CME, il connaît rien au terrain. La santé n'a pas de prix. Moi, je me bats pour mes malades. Toutes ces conneries-là, c'est fini. Voilà, il faut que ça s'arrête. Voilà, j'ai fini, moi. Bien, merci. Alors, d'après ce que j'ai compris, Pascal, tu veux nous résumer l'intervention canadienne ou tu penses qu'on regardera ça sur ton site ? On la regardera. Bien. Je pense qu'on va la voir dans quelques temps. Bien. Non, mais je pense qu'on a rattrapé le retard. Mais vous avez le temps pour quelques questions, commentaires. Je dirais simplement que pour ceux qui connaissent pas parfaitement les États-Unis, Baltimore est une ville de la côte Est, mais qui est très, très pauvre. Hein, c'est vraiment une partie assez déshéritée des États-Unis. Et Johns Hopkins se développe dans un environnement qui est effectivement pas un environnement très très socialement très voilà, important. C'est la capitale mondiale de la cigarette, non, Baltimore? Oui, notamment, et aussi du crime, malheureusement. Alors, monsieur. Bonjour, professeur Patel. J'ai beaucoup apprécié votre intervention et je trouve qu'elle fait le lien et qu'elle illustre très bien la démarche aristotélicienne qu'on évoquait ce matin, et que ça pose beaucoup de questions sur la possibilité justement de partager, de généraliser un certain nombre de bonnes pratiques qui sont réalisées localement. Vous l'avez fait dans un grand CHU, et je trouve ça extrêmement méritoire. Et je m'interrogeais en fait sur les freins. Alors vous en avez cité quelques-uns, mais les freins réels qui font qu'un certain nombre de pratiques, et on en voit partout des bonnes pratiques dans les établissements hospitaliers, qui sont menées par des médecins, PUPH, des équipes hospitalières qui sont, je dirais, qui ont une initiative singulière, une volonté d'en découdre, de résoudre des problèmes, et qui sont vraisemblablement portés par des qualités de leadership. On n'a pas tellement évoqué ce concept de leadership, c'est-à-dire de leadership managérial, mais pas seulement. Le leadership tout court, humain, cette capacité d'innover, de lancer de nouveaux projets, d'y croire et d'y adhérer, et de faire adhérer également, vous l'avez cité, c'est important, lorsque vous parliez des 4 directeurs successifs, de faire... 5 sur 6, pardon, de faire adhérer la direction générale hospitalière. Il me semble que là, il y a des clés importantes. C'est le leadership, comment le favoriser au sein des établissements. Quels conseils nous donneriez-vous
pour d'autres établissements hospitaliers? Et deuxièmement, comment établir une bonne coopération entre les médecins, les pôles et la direction générale, et obtenir son soutien? Alors là, bon, enfin, premièrement, moi je crois beaucoup aux pôles, hein, c'est-à-dire que les pôles, c'est le rassemblement de différentes spécialités, alors que ça peut être des pôles par organe, par exemple, hein, c'est-à-dire vous allez mettre la gastro-entérologie avec la chirurgie digestive, par exemple. Vous allez mettre dans ce même pôle médico-chirurgical l'urologie et la néphrologie, par exemple. Vous pouvez aussi avoir des pôles qui se font par réalité géographique. Dans des hôpitaux qui sont plus pavillonnaires, vous allez mettre éventuellement dans le même pôle la dermatologie et l'ophtalmo parce qu'ils sont dans le même pavillon. J'en sais rien. Chaque hôpital a son mode de fonctionnement. Ce dont je suis sûr, c'est que, et nous on a fait cette expérience-là, on avait 8 services de psychiatrie qui faisaient partie du CHU. Et quand on a fait les pôles, ils ont dit c'est simple, on va faire 8 pôles. Bon, alors ça, c'est sûr, c'est la mauvaise solution. Voilà. Et puis, ils ont mis 5 ans pour faire finalement un pôle unique de santé mentale. Mais ils ont mis un peu de temps. Mais bon, c'est bon. Donc, il ne faut pas essayer de réunir des gens qui sont en rivalité, en opposition, qui sont des ennemis viscéraux. Bon, donc, il faut faire attention à la composition. Mais ça, peuvent le faire un directeur général, sans aucun doute, puisque c'est lui qui nomme, mais il ne peut le faire qu'en connaissance de l'histoire de l'hôpital, de l'histoire du CHU, avec des histoires parfois qui remontent à plusieurs siècles. Quand on pense à la faculté de Montpellier, par exemple, c'est plusieurs siècles quand même. Hein, bon, la plus vieille fac européenne encore en exercice. Bon. Donc, tenir compte de l'histoire. Essayer de faire des pôles suffisamment larges avec des intérêts partagés en termes de partage des connaissances, de partage du fonctionnement, en termes de trajectoire pour les patients. Nous, on a fait notre pôle qui réunit donc les urgences avec le SAMU-SMUR, l'accueil, l'UHCD, la médecine polyvalente, la médecine interne, les maladies infectieuses, la réanimation médicale, l'anesthésie-réanimation. Moyennant quoi, 80% des patients qui se présentent aux urgences sont à l'intérieur de ce pôle-là. Il n'empêche que un malade qui a besoin d'aller se faire une coronographie et se faire mettre des stents, il va en cardio. On est d'accord. Un malade qui a besoin d'une intervention neurochirurgicale, il va en neurochirurgie. Il n'y a pas de problème, bien sûr. Mais toute cette pathologie de l'urgence nécessitant une hospitalisation, ce qui est quand même 20% des passages, grossièrement, eh bien, sont pris en charge à l'intérieur de ce pôle-là. Donc, il y a un intérêt partagé dans la fluidité du parcours.